Bienvenue dans Invisibili. Dans cet épisode, je reçois la jeune poétesse, actrice, comédienne Jazz Armando. Je l'ai découverte lors d'une soirée poésie organisée à la librairie La Régulière dans le 18e arrondissement de Paris, par un hasard total. C'était l'hiver dernier, j'ai vu cet endroit en passant et je suis entrée. Quand Jazz s'est présentée devant le public, on était nombreux, les premiers mots ont fusé et une décharge électrique a traversé la salle. Son énergie m'a captivée. Jazz, c'est un feu vibrant, sans compter que le titre de son recueil de poésie, Le vide entre les mots, me parle. C'est quelque chose que je ressens quand j'écris, ce vide, ce silence qui se niche entre les mots dans ce qu'on ne voit pas. J'ai ensuite été découvrir son travail. Jazz écrit, mais elle joue aussi, elle est actrice, comédienne et elle chante. J'avais très envie de l'entendre parler d'invisible. J'ai tout de suite senti qu'il y aurait matière à échanger sur ce thème. Je suis donc très heureuse de vous partager cette conversation. On y parle entre autres du langage et de son absence, du temps et de l'espace, des mythes qu'on crée, de conscience et de rébellion. Salut Jazz, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis trop contente que tu sois là. Yo, ça va ou quoi? Je t'ai découverte à la librairie La Régulière. Et franchement, je leur rends hommage ici, j'adore cet endroit. C'était une découverte, c'est dans le 18e, si vous ne connaissez pas, je vous recommande vraiment, ils font plein d'événements. Et c'était une soirée poésie, lecture, et voilà, et t'as fait une performance de dingue. Et je me suis dit, elle sera dans le podcast un jour. Donc je suis trop contente que ça se fasse. Comment ça va? Ça va super, merci pour ces mots, ça me touche carrément. C'était une soirée très spéciale, l'équipe était super, le lieu pareil, je le trouve très inspirant. Il y a une énergie là-bas qui est très spéciale. Et puis là, aujourd'hui, on est bien, il fait beau. Ça me fait plaisir de découvrir cet espace. Oui, parce qu'il faut dire que la plupart de mes invités sont venus dans mon salon. On est sur mon canapé avec un petit micro et c'est cool de le faire comme ça, tranquillement. Alors là, c'est pas une scène, il n'y a pas de public, en tout cas ici où on est. Mais je trouverais ça cool qu'on commence par t'entendre lire quelques mots de ton recueil de poésie, Le vide entre les mots. Celui que tu veux. Moi, j'ai corné pas mal de pages. Donc je te laisse choisir. Ok, donc le début. Super. Toc, toc, toc. Qui est-ce? Cette voix qui parle dans ce crâne alors que ma bouche est fixée, toute sèche. Qui est-ce? Dieu? Déesse? Déité au-delà du langage? Dis-moi, la fin existe-t-elle? Comme le début d'un soir, la fin est illusoire et le soleil dans la nuit se laisse choir. Es-tu prête à prendre un pas vers qui tu es? Tu risques d'être surprise, effrayée, ou encore mieux, ressentir l'être en jeu. Je ne peux cependant te promettre qu'une seule chose, marmonna la créature entre la voix et l'être d'où part ce chemin. Plusieurs dialogues ont infiltré ton esprit. Tâche, mortelle, de te remémorer de leur provenance. À l'entre-deux-vie, tu seras immortel. Dans l'oubli de celle-ci, sache que Dieu marche au travers de toi. L'enfant, dès lors que tu parles, pense, plante l'amour qu'on retire à ta poussée. Nul être ne te juge ment, sans se mentir à soi-même. Cool, merci. Quand est-ce que tu dirais que l'invisible, de la manière dont tu veux l'entendre, a commencé à émerger dans ta vie, ou que tu as une conscience qu'il y avait peut-être autre chose? Est-ce que c'est arrivé tôt? Est-ce que tu as grandi avec cette idée ou est-ce que pas du tout? Moi, pour le coup, au travers de la culture de mes parents, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt, mais c'était pas un réel qui m'a été imposé. C'était un réel qui a été énoncé. Vraiment, il y a toujours eu cette dimension de pense-y, c'est intéressant. Penche-toi sur la question. Essaye de te connecter au réel. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu sens qu'il pourrait y avoir un aller-retour énergétiquement parlant? Est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de communication avec ce réel-là? Certaines personnes pourraient la nommer, d'autres ne le font pas, ça dépend des cultures. Mais la culture de mes parents m'a permis en fait de me questionner très tôt et de me pencher très rapidement dessus. Et aussi au travers de l'art, pour être honnête, du dessin très tôt et par la suite des mots, des émotions. Il y a plein de manières en réalité, ouais.
Tu parles de la culture de tes parents, t'as grandi où, c'était comment, enfin, c'était quoi justement ce dont ils te parlaient? Au Maroc, et ma mère est tunisienne, mais du coup, ils ont une religion qui permet ces questionnements-là très tôt. Mais ce que j'adore avec la relation que mes parents ont avec les écrits, c'est qu'ils ont une relation de l'ordre de l'artistique, ils s'y intéressent, ils se penchent dessus, ils se questionnent énormément, et on passe des heures en fait à en parler, à débattre. Du coup, c'est magique parce qu'en fait, il n'y a aucune vérité, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a rien que l'envie de se questionner ensemble, en fait. Tu vois, moi, mes moments les plus intenses avec mon père, c'est des moments au parc à se questionner pour le plaisir de le faire, quoi. Et on est deux êtres très passionnés. Du coup, c'est lui qui m'a un peu insufflé cette énergie que j'ai sur scène, vraiment ce plaisir de savourer les mots, les concepts, parce qu'il a toujours été passionné à propos de tout ça, donc il m'a très vite donné ça. C'est un cadeau pour moi. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as un exemple comme ça d'un échange qui t'a marqué, ou je sais pas, des thèmes comme ça qui vous habitent tous les deux et sur lesquels vous échangez beaucoup? Carrément. Le moment qui me vient en tête, c'est un moment en fait où je me questionnais énormément à propos de cette idée du vide et du silence. C'était le concept envers lequel je ressentais tellement de choses à l'instant que je vivais. J'étais habitée par ces questionnements-là. Et du coup, j'ai directement demandé à mon père qu'est-ce qu'il en pensait. Parce qu'en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que dans la religion de mes parents, je trouve ça magique, pour être honnête, ça me fascine. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver les bons mots, je veux absolument les peser. Le silence est positionné tout en haut, en fait. Il est positionné comme étant ce qu'il y a de plus divin. Tout simplement parce que dans l'absence du langage, tout existe. Dans l'absence de la dénomination, il n'y a que le réel qui persiste, l'espace-temps qu'on habite. À partir du moment où on va parler de quelque chose, on va attirer toute notre attention et, l'enfermer dans un petit cocon de paroles. Et ce qui est magique avec le silence, c'est que tout persiste, tout coexiste. Et du coup, c'est magique parce qu'en fait, ça m'a fait réaliser à ce moment-là, quand j'ai abordé ces thèmes-là avec mon père, que ce qui est divin à propos de ces textes sacrés, c'est que la poésie est ultime, elle est de l'ordre du divin, et en même temps, ce qu'elle positionne au-dessus du monde entier, c'est l'absence des mots. Donc moi, c'était une discussion ça m'a trop touchée. C'était comment les nuances, les combinaisons, les rimes, les chants, au final, dans leur meilleure utilisation, leur utilisation par l'humanité tout entière, celle qui a persisté au travers du temps, tous les mythes, toutes les histoires, tous les poèmes, tous les films, c'est une forme d'histoire qu'on se raconte et qu'on lègue aux générations futures. Toutes les utilisations les plus sacrées de ce langage tendent à dire que ce qui dépasse le sacré, c'est l'absence de sa dénomination. Pardon. C'est une question peut-être un peu bizarre, mais est-ce que le silence existait dans la famille, dans la vie de famille, quand tu as grandi? Est-ce que c'était aussi des espaces qui existaient de manière générale? Un peu trop, pour être honnête, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui ont engendré le fait que j'étais quelqu'un de très solitaire. Déjà, je vivais très loin du centre-ville et il n'y avait pas forcément de transport en commun et tout. Du coup, si j'avais besoin d'aller quelque part, j'étais très dépendante en réalité des adultes et du coup, je passais énormément de temps seule. C'est à Marrakech. Ouais, c'est ça. Mais au final, aujourd'hui, je perçois ça comme le plus grand cadeau parce que c'est là où j'ai vraiment fait mes armes en réalité quand il en est de tout ce que je fais aujourd'hui. Donc ces questions-là, elles ont été nourries et arrosées et savourées dans des instants au début que je voulais pas. Moi, j'avais du mal avec l'ennui, énormément de mal. Je pouvais faire des crises d'angoisse tellement j'avais peur de ce silence, en fait. J'avais peur de cette montagne d'inconnu et d'invisible, justement, que je comprenais pas. Et bien sûr, je pense que dans l'enfance ou dans l'adolescence, on a tous et toutes énormément de questionnements qui nous submergent et se retrouver seul face à eux, c'est très compliqué. Mais le faire au travers de l'art, moi, ça m'a permis de trouver un sens, du moins une structure à mon existence, à moi. Alors, tu parlais du dessin, mais du langage, des mots, et je me demande à quel moment, parce que tu fais énormément de choses, tu joues, tu chantes, t'écris, donc voilà, à quel moment les mots
ont commencé à danser avec toi? À quel moment toi, tu as choisi de danser avec les mots? Je pense que c'est marrant, mais encore une fois, le premier poème que j'ai écrit, c'était pour mon père. C'était entre midi et deux. Je suis partie là où il travaille. Je lui ai déposé un déjeuner parce qu'il était vraiment tout le temps submergé par le taf. Et quand il n'était pas dispo pour que je le voie, bah, je lui ai laissé un poème. Et le premier poème que j'ai écrit, c'était vraiment ça, juste pour lui laisser un mot d'amour. Et après, j'étais, mais attends, j'adore ça, il faut que je le fasse pour maman. Et après, petit à petit, en fait, c'était juste mettre les mots sur les émotions que je ressentais pour les gens que j'aime, tout simplement. C'était la première étape. Et après, aujourd'hui, c'est la même chose, mais c'est juste une autre forme. Je vais questionner les gens que j'aime parce que je les aime, en fait. Pour moi, questionner des choses établies, c'est sincèrement un signe d'amour pour moi. Parce que ça veut dire qu'on peut aller plus loin. C'est comme les gosses. Oh putain, il y a un truc là-bas, je crois, viens, on va checker ensemble. C'est parce qu'on veut être ensemble au final qu'on se questionne à propos de tout ça. C'est pour pouvoir vivre ce réel ensemble dans la meilleure de nos capacités, quoi. Et ce questionnement, il a toujours été bien accueilli? Bah, j'ai eu cette chance pour le coup. J'ai mis du temps aussi à réaliser que j'ai eu autant de chance. Mais mes parents ont toujours été à l'écoute de mes besoins, de mes désirs, même spirituels en réalité, de mes questionnements. Ils avaient ce désir de faire en sorte que je sois bien dans ma peau très tôt. Et pour ça, moi, en fait, ça passe directement par les mythes. Tout ce qu'on nous dit, en réalité, pour moi, c'est un mythe. Le langage, c'est ce qui permet, c'est le véhicule des histoires qui, au final, vont sculpter l'humanité dans ce qu'elle pense être. Et du coup, ce à quoi elle se réduit aussi. Donc, vu que moi, il y avait vraiment aucun monde dans lequel les mythes qu'on m'a donnés me suffisaient, et je parle vraiment de tous, hein, de tous les mythes, que ce soit la culture populaire, ce qu'il y a dans les films, je parle vraiment des mythes qui sont abordables par tous et toutes, même ce que tu vas chercher sur YouTube, même les pubs en réalité, tu vois, ce qui est vraiment à portée de main, mais inconsciemment, ce qui va finir par sculpter notre manière d'être, notre manière de penser et tout. Et ça se passe très jeune. Et moi, très très jeune, en fait, j'avais vraiment juste la tête dure, pour être honnête. J'avais ce désir, en fait, d'être libre de plein de manières, toutes les manières possibles, et même vis-à-vis du corps et tout. J'avais ce désir de questionner tout ce qui a été établi. Il y a pas mal de fois où ça a pu être, en fait, juste, mais wesh, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'étais en mode, mais je sais pas, pour moi, c'est normal, en fait. C'est tellement naturel de questionner. Genre, imagine, tu te réveilles et t'as un truc sur le torse qui t'écrase. Bah, bien sûr que tu vas te questionner. Pourquoi est-ce que je dois, moi, subir ça comme si de rien n'était? Non. Et bah, pour moi, les mots, ils ont, et les mythes et les histoires, elles ont un poids, mais psychologique. Tu t'écris au matin, je me réveille, j'organise les peines de la veille. Tu dis aussi, j'écris des heures durant, mes peines se versent à torrent. Comment ça a évolué aujourd'hui? C'est quoi tes rituels d'écriture? Comment l'écriture s'entremêle avec la vie, ta vie? J'avoue, cette phrase, elle me fait marrer parce que c'est vraiment juste le truc le plus... c'est pas travailler, c'est juste tellement honnête. Sincèrement, pour moi, l'écriture, c'est une forme d'organisation intérieure où je vais essayer de mettre les mots, de comprendre les nuances, les tensions entre les mots, pour pouvoir au final moi aussi me comprendre, tu vois. C'est comme un instrument où tu finis par gratter une corde, puis l'autre, bah, tu comprends laquelle sonne le mieux avec l'autre. Et pour moi, les mots, c'est un peu de cet ordre-là, c'est une musique intérieure pour faire sens au final, pour que au final tu puisses porter ton corps au monde en paix. C'est vrai que ça a commencé avec la poésie. Pour moi, c'était la première forme d'art qui m'a habité au point que, je pense que ça a fait partie de mon identité au bout d'un moment, tellement c'était une habitude. Après, il y a eu le jeu d'acteur, mais au final, du coup, c'est les mots des autres qui m'ont habité pendant un moment, le théâtre. Et c'est vrai que, bah, pareil, en fait, je pense que ça a engendré en fait ma rébellion très tôt. C'est que en fait, les textes classiques, c'est extraordinaire. Je vais jamais remettre en question à quel point c'est lourd. Mais en fait, juste les rôles, purement et simplement les rôles qu'on allait me donner, ou bien les rôles dans lesquels les profs allaient me voir. Bah moi j'étais en mode mais non en fait je sais pas gros, mais j'ai envie de... Du coup à un moment je pense que par pure frustration de pas
trouvé, comme tu disais tout à l'heure quand on prenait un petit thé, t'étais comme dans une chambre enfermée. Et ben moi, tu vois, dans cet imaginaire collectif, je me suis sentie enfermée. Je me suis sentie à l'étroit. Et du coup, je pense. Alors quoi comme rôle, par exemple? Bah, en fait, concrètement, là, par exemple, j'avais passé des auditions pour un truc où il fallait choisir un texte classique et tout. J'ai sincèrement mis tellement de temps, quoi, pour trouver quelque chose qui n'avait aucun lien avec une relation amoureuse, un enfant, ou, je sais pas moi, la base des bases, comment je me sens dans l'œil de l'autre, est-ce que je suis assez belle? Du coup, j'étais là en mode, waouh! Donc, en fait, on va nourrir la moitié de l'humanité avec ça. C'est censé être les mythes fondateurs, c'est censé être les histoires qui vont porter l'enfance de 50% de l'humanité. Non, en fait, c'est juste pas possible. Moi, Enfin, il y a quoi? Il y a Antigone, il y a Jeanne d'Arc. Du coup, j'ai choisi Jeanne d'Arc, de ouf. Ça c'est mon héroïne. En fait, En fait, j'ai l'impression de demander quelque chose de hyper normal. Et quand je dis ça, je le dis sincèrement. Je pense à mon enfant intérieur. Je me visualise à 9 ans. J'étais là en mode, mais c'est si simple pourtant. Tu sais, moi, je veux aller faire des saltos arrière. Je veux écrire des histoires à propos de bails incroyablement insolites. Je veux aller loin. Je veux penser à des concepts deep à propos de la conscience, à propos du mystère de l'existence. Qu'est-ce que tu vas me parler de ces petites choses futiles qui vont disparaître, allez, dans 5 ans? Ma conscience, elle va jamais disparaître. Donc, je préfère parler de ça. Tu vois? T'as trouvé des écrits qui t'ont ensuite permis d'explorer ça plus? Moins dans le théâtre et moins dans le cinéma, mais j'en ai trouvé, bien sûr. Dans la grande littérature, je me suis mangé des grosses claques. Et c'est à ces moments-là, en fait, que j'ai réalisé qu'il fallait absolument que je croie en moi, en tout cas assez longtemps, pour écrire un premier recueil. Preciado, notamment. Preciado, j'ai pas les mots, tout simplement. J'ai pas les mots. Ça a sauvé une partie de mon être, sincèrement. Je m'y suis lancée comme on appelle tu vois, une dernière chance, quoi. C'était magique, ma rencontre avec ces écrits. Du coup, avec le temps, ça s'est fait. Mais c'est vrai que en tout cas dans la deuxième étape de ma relation homo, théâtre, ciné, ça m'a apporté plus de frustration qu'autre chose. C'est ce qui a engendré le fait qu'après je me suis lancée dans la musique. Et dans la musique, il y avait la poésie, mais en rythme. Donc c'était une autre sphère. Et puis vu que j'avais commencé la danse aussi très tôt, je trouvais une forme de juste milieu entre cinéma, danse. Putain, j'étais là, peut-être c'est intéressant en fait, si je fais de la poésie, mais qu'au final, j'essaye de l'aborder comme la danse quand j'étais jeune. Je sais pas, ça m'aidait en fait à lâcher prise d'un rêve aussi, tu vois. Dans le cinéma, quand on dit que tu vas jamais être plus que quelque chose, t'es là en mode, déjà de un, je te crois pas, mais ça prend quelques années de ne plus y croire. Tu commences par être vraiment déçu. Et moi, la musique, elle m'a trouvé à un moment où j'étais vraiment dans l'abandon de moi-même. Je savais plus trop ce que je voulais parce que j'étais venue en France pour faire du cinéma et je me retrouvais vraiment avec des rêves un peu déçus, quoi. Alors que j'étais partie avec énormément de confiance, quoi. Moi, j'ai toujours été très... je crois en moi, je crois en ce que je veux faire. Et du coup, arrivé j'ai fait l'état des lieux, j'étais en mode, oh putain, est-ce que j'ai fait le bon choix, quoi. Donc la musique, elle m'a un peu récupérée à ce moment-là, dans ma déception. Et heureusement que j'ai eu ce temps-là, en fait. Parce que sinon, j'aurais jamais donné de la chance à mes écrits. Je les aurais laissés dans un tiroir, quoi. Ils sont devenus des morceaux petit à petit. Et aujourd'hui, un recueil de poèmes. Donc la déception a été un portail pour toi, finalement, vers autre chose, vers une transformation, une métamorphose, vers un réajustement, peut-être. Je pense que quand tu ne crois plus en rien, tu laisses un peu l'espace au monde de croire en toi. Je sais pas comment le dire autrement, mais moi, c'est quand je me suis abandonnée, que j'ai arrêté de taffer, j'ai arrêté d'y croire, donc je faisais plus rien, je sortais, je rencontrais des gens, je me suis un peu abandonnée au réel, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai fait des rencontres incroyables, quoi, qui, elles, m'ont poussée à faire de la musique, c'est là que j'ai rencontré mon mentor aujourd'hui, qui me suit depuis 5 ans, et avec qui je travaille, et avec qui je fais absolument tout ce que je fais aujourd'hui.
Je l'ai rencontré via une personne que j'ai rencontrée en soirée parce que j'étais là à écrire dans un bar. Et puis j'ai rencontré des gens tous les soirs et j'étais là en mode... Je voulais juste trouver des potes, un crew, tu vois, quelque chose. Je voulais trouver un sens, tu vois. Et moi, j'étais très, très travail. Donc, non seulement j'avais la déception du rêve, mais aussi la déception que je ne m'étais pas vraiment fait un groupe de potes parce que j'étais tellement lancée dans mon ambition solitaire que j'avais oublié que c'était pas ça le but, quoi. Le but, c'est pas de trouver un sens qu'intérieur, c'est aussi le partager avec autrui et créer un monde à soi, un vrai partage, sinon ça sert presque à rien, quoi. Quelles ont été les choses qui t'ont aidé à naviguer ce moment-là? Parce que je pense qu'on y est peut-être tous confrontés et c'est important de se dire que passer par là, c'est aussi ça peut être normal et c'est pas grave. Je pense sincèrement que mon réflexe un peu de curiosité m'a sauvée dans ce moment-là. Parce que, comme je te disais, à Marrakech, je pouvais avoir des journées, des semaines un peu à voguer dans l'ennui, quoi, sans savoir vraiment quoi faire. Du coup, je passais mon temps à lire un chapitre par là, une page par là, sans vraiment finir quoi que ce soit. Aujourd'hui, je t'avoue, j'ai vraiment, à mon sens, pas assez de culture. Je finis pas, je vais pas au bout des textes, je vais pas... En fait, je m'inspire de tout et j'ai l'impression de faire des collages entre les textes et les vidéos, les films et tout. Et au final, je me fais mon propre fil rouge intérieur. Mais ma curiosité, à ce moment-là, elle m'a trop aidée parce que je pouvais lire un bouquin, même pas m'y attarder, mais il allait m'inspirer d'aller dans une autre librairie qui, elle, allait à l'intérieur, j'allais peut-être voir quelque chose qui allait m'inspirer. En fait, de fil en aiguille, je suivais les signes, en fait, tu vois, sans m'en rendre compte. Dès que je voyais un truc, je faisais une association. Ah putain, peut-être que... Et j'allais à l'endroit que ça m'inspirait, que cette chose-là m'inspirait. Je regardais énormément de podcasts pour me nourrir, pour essayer de nourrir quelque chose que je ressentais comme étant vide. Hein. J'avais pas d'espoir. C'était vraiment bizarre comme période. J'avais l'impression de nourrir un animal un peu qui voulait pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, cette espèce d'espoir... c'était lourd, mais de fil en aiguille, j'ai l'impression d'avoir compris. En tout cas, aujourd'hui, je le perçois comme un moment clé parce que dans l'abandon, au final, il n'y a pas eu d'abandon. C'était très étrange. Consciemment, j'abandonnais, mais au final, l'espace-temps qui me contenait n'abandonnait pas. Donc, quand on parle d'invisible, pour moi, c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé à tisser une relation au réel. Parce que moi, à ce moment-là, consciemment, je ne faisais plus rien tel que je le faisais auparavant, en tout cas vis-à-vis de mes rêves et mes ambitions. Je n'agissais plus. Tu vois ce que je veux dire? Je me laissais aller, je suivais un peu ce qui se passait. Et puis au final, en fait, c'est ça qui m'a menée à tout ce que je fais aujourd'hui. Parce que les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, avec qui j'ai commencé à faire de la musique, c'est aussi les gens qui m'ont permis de commencer à faire du cinéma. Donc étrangement... ce que j'ai cru perdre, c'était juste une question de timing et de relation à l'espace-temps. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Est-ce que tu es sûr de les faire pour les bonnes raisons aussi? Parce que je pense pas que je faisais les choses pour les bonnes raisons à ce moment-là. J'étais dans un autre monde. Qu'est-ce qui a changé? C'était quoi les raisons à l'époque et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as réussi à mieux aligner, on va dire? J'ai pris conscience, je pense que j'ai déjà pris conscience de ce que c'est que de faire de l'art. Déjà, j'ai pris 6 années à le méditer. Moi, je suis arrivée en France à 18 ans avec des yeux grands ouverts, des rêves plein la tête, une excitation folle, une énergie. Mais je savais pas pourquoi je l'avais, cette énergie. Je la travaillais pas, je la comprenais pas, je la subissais. Alors que prendre le temps de méditer ce que ton corps te donne, l'espace-temps te donne, il te le donne pour une raison précise. Et je pense que si tu prends pas le temps de méditer ce que tu es censé faire avec, tu vas vraiment aller dans les mauvaises directions. Après, il y a, encore une fois, je pense sincèrement, aucune mauvaise direction parce que il y a des milliards de réalités possibles pour moi. Donc, quoi qu'il arrive, on peut retomber sur nos pattes. Mais je pense qu'on peut en perdre du temps. Moi, j'en ai perdu, mais je regrette pas de l'avoir perdu. Qu'est-ce que je raconte? Je sais pas. Ça va, toi? Non, tu te sens...
m'imagine derrière les barreaux. Mais de mon enfance qui ne tourne pas rond. Mes larmes colorides n'est pas long. Dans la cellule toute vide de mon reflet. Tu la même erreur si je te tends encore la main. Un de tes clips, un de tes morceaux qui s'appelle Palais de glace à Marrakech, qui fait aussi écho avec ton recueil de poèmes. Parce qu'il y a cette espèce de double. Enfin, je sais pas si c'est ton double, en tout cas, tu le nommes dans ton recueil de poésie créature, persona, ombre, ego. Enfin voilà, c'est des dialogues en fait. C'est quoi ce double ? C'est quoi ce dialogue que tu mets en scène et que tu délies dans tes mots aussi ? Ben, je pense que déjà j'ai un amour éternel pour les travaux, les écrits qui m'ont introduit en fait à cette conception de l'être qui est multiple en fait. J'ai mis du temps à réaliser qu'il y avait plusieurs temporalités qui m'habitaient. Il y a une enfance, il y a une adolescence, il y a aussi le jeune adulte que je suis aujourd'hui, et il y a aussi des temporalités qui me dépassent en âge, et d'autres futurs qui sont déjà là. Donc je pense que c'est un dialogue entre plusieurs temporalités, mais qui ne s'enferme pas en fait à la notion de corps. Mais c'est pas pour autant des êtres différents. Ils peuvent être incarnés à différentes temporalités, mais voilà. Et c'est aussi ma relation au choix, ce clip concrètement, ma relation au choix de mon âme. C'est mon humble avis par rapport à ces questions-là. C'est absolument pas pour moi une tentative de vérité, au contraire. Je pense sincèrement que je vais penser différemment dans 5 ans, dans 10 ans. Ça change tout le temps et tant mieux. Les mots ne font que porter quelque chose qui n'a au final pas d'essence palpable. Donc bon, on peut en parler tout en étant humble par rapport au fait qu'on ne touche jamais la vérité. Mais moi, pour moi, mon âme a décidé de traverser certaines épreuves qui ont engendré en fait à l'intérieur de moi une personne qui avait peur et qui pensait à tout et se plaçait par rapport à l'autre ou au monde toujours dans une position de défense et de combat et de conflit. Et je pense que tout le monde à un moment donné réalisait que on avait une posture face au réel à un instant T qui n'avait aucun lien avec le réel. Elle n'était que le souvenir de quelque chose d'autre en fait. Moi, c'est ma relation à des choses que j'ai pu vivre qui aujourd'hui sont pour moi un cadeau aussi. Maintenant, j'ai, je pense, le recul de voir que c'est ce qui m'a permis de devenir qui je suis aujourd'hui et ce qui va me permettre d'aborder ma vie future telle que je souhaite l'aborder. Dont tu peux parler, dont tu as envie de parler ou pas forcément ? Je vais essayer de l'aborder avec des mots qui peuvent quand même toucher tout le monde parce que c'est le plus intéressant, mais il y a une forme d'équilibre qui se fait. Pour pouvoir accéder à un savoir, il faut que le corps traverse quelque chose. Et cette chose, c'est une expérience. La pensée ne peut atteindre certains horizons que parce que le corps traverse quelque chose en particulier. Et je pense que, personnellement, ma conscience, mon être invisible à moi, a eu le désir d'accéder à quelque chose. Et pour ça, en fait, il y a le choix de traverser quelque chose d'autre. Et l'un et l'autre sont un peu, les deux côtés de la même pièce. On ne peut pas obtenir quelque chose sans son inverse. Et c'est important de comprendre que c'est que ma vision personnelle de mon expérience là. Mais pour moi, c'est de cet ordre-là, ma relation au genre, ma conception de l'être que nous sommes. Elle me vient précisément de ce qui m'a fait le plus de mal. Et c'est un savoir qui aujourd'hui représente absolument tout ce que j'aime le plus au monde. Donc tu vois, ces deux extrêmes-là qui se répondent, pour moi, c'est presque de l'ordre de la physique, c'est logique en réalité. Tu vois, ces deux opposés-là, ils s'équilibrent en fait. Ce clip-là, ça a été un peu la manière que j'ai trouvée avec mon équipe de trouver les images pour montrer ce cheminement intérieur, ce cheminement entre notre mental et notre âme qui s'affrontent en fait. Le mental qui rejette l'expérience et l'âme qui la souhaite. Donc voilà, ça c'était pour ce clip-là. Et pour les personnages qui dialoguent dans le livre, c'est ces différentes facettes du même être qui communiquent et c'est un être qui me dépasse. Moi, c'est absolument pas de... j'espère en tout cas que ça dépasse mon simple individu parce que le but, ça serait vraiment d'aller plus loin quand même. Il y a un truc aussi qui m'a marqué parce que c'est présent dans ton recueil de poèmes mais aussi beaucoup dans tes clips. C'est les masques, les costumes, les déguisements. Alors, bien sûr, tu as eu ton expérience du théâtre et tout, mais j'ai l'impression que ça va un peu au-delà. Qu'est-ce qui s'exprime à travers ça ? Et justement, le maquillage, les masques, il y a souvent un visage
transformé, caché? Qu'est-ce que ça dit? Pour le coup, j'ai mon premier court-métrage qui va sortir. Toute la thématique tourne autour en fait de cette dualité, mais aussi de cette multiplicité de l'être. Et c'est aussi en lien profond avec une de mes expériences les plus spirituelles. C'était un moment où j'ai eu vraiment l'impression de voir la réalité qu'il y avait en face de moi. J'ai l'impression qu'on en parlait tout à l'heure, toi et moi. J'ai eu l'impression de réaliser qu'on avait un véhicule qui portait en lui une histoire auquel il a décidé de croire. Et pour moi, un masque qui va personnifier cette histoire, cette identité. Tout ce en quoi on croit sont des écrits, certes officiels, mais c'est des écrits. C'est-à-dire que moi, je suis née, j'étais un bébé, il y avait du sang, j'étais vraiment un amas d'atomes avec de la peau et tout, je chialais. Et c'était vraiment, c'était bizarre, tu vois, t'es là, t'as un corps et ça n'a pas de nom, c'est rien, c'est juste un être, c'est un truc voilà. Et quelques jours après, on m'a inscrit à la mairie, on a dit, allez, ça s'appelle comme ça, c'est là, tatin, hop là, on va le placer dans le système. On va lui donner un nom, on va lui attribuer un genre et on va le réduire à ça. On va en faire le socle de son existence. Et du coup, pour moi, un masque, en fait, ça a plusieurs sens. Pour moi, le premier, c'est celui-là. C'est le fait qu'un être divin qui a conscience de lui-même, qui se trouve entre les cieux et la terre, qui a un esprit capable d'aller à des années-lumière de son corps et d'y revenir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire et on s'en rend compte que très peu, je pense. Et on ne prend le temps que de s'en rendre compte que très peu. Pour moi, du coup, le masque, c'est vraiment juste la personnification du fait que on croit en une histoire parce qu'elle nous permet de vivre en société. C'est pratique. Tu sais, on disait tout à l'heure, les mots, les concepts, les identités, c'est super pratique parce qu'on peut dire ouais, Jazz, ouais, elle est partie au Maroc. Du coup, là, on sait exactement de quoi on parle. Tu vois, on a tout de suite, on sait comment me placer dans le réel, dans l'espace-temps, sur la Terre. C'est super pratique. Sauf qu'on réduit tout à ces mots et à ces concepts identitaires qui, au final, vont remplacer l'être que nous sommes, qui est, pour moi, à des années-lumière de complexité de tout ça. Enfin, ça ne veut rien dire être français. C'est quoi? Je pense que c'est un amas d'histoires et de mythes et de... moi, un jour, j'ai eu ce moment aussi pendant les JO, je me disais, mais est-ce que ce concept même de pays existe si on passe pas tous les jours de l'année à te le montrer au travers de certaines couleurs et on te dit, ouais, putain, tu peux être fier et tout, c'est toi, on a gagné, tu vois, c'est la création en fait d'une identité collective, nationale. Et puis c'est pas moi qui le dis, c'est des grands penseurs aussi qui ont montré que l'être que nous sommes tend à s'identifier à plusieurs choses, soit à son corps, à l'individu en lui-même, soit au groupe qui le contient, à la nation, etc., même la ville, ou au club de foot, au genre de musique. On va réduire un peu notre expérience du réel à un groupement. Pour le faciliter au final, notre relation au réel, elle doit être facilitée parce qu'elle est infiniment complexe et elle n'a pas de fin. Donc c'est normal de devoir la quadriller. Je me rappelle qu'il y a eu énormément de bugs quand il y a eu les premiers trajets en train, parce qu'en fait, ils n'avaient pas les mêmes horaires, et puis ça créait un bordel monstre. Du coup, en fait, ces mots et ces concepts, que ça soit à propos du temps, de l'espace, de l'identité humaine, c'est super pratique, parce que ça nous permet de vivre en communauté et de partager ce réel, de partager le même réel. Mais je pense que c'est des concepts qui, au final, nous ont remplacés. Notre corps, notre esprit, à lui tout seul, est plus complexe que la galaxie tout entière. Et je pense qu'il est d'ailleurs son miroir. Donc voilà, le masque, pour moi, il a cette signification-là. Comment réduire l'être à une structure de lui-même. C'est aussi l'espace dans lequel on se regarde. Quand on porte un masque, c'est étrange. Tout de suite. On ne perçoit plus le corps ni l'esprit qui le contient, mais on perçoit la décision de le cacher. Du coup, la conscience du fait d'en avoir. Ça, j'ai un visage, donc je porte un masque.
Au moment où tu parles de la complexité de l'être et de cette immensité et tout, est-ce qu'il y a eu des expériences, parce que j'ai eu l'impression que tu parlais d'un moment où tu as compris ça, est-ce qu'il y a eu des expériences qui t'ont fait prendre conscience de ça, ou est-ce que c'est un long cheminement? Je pense qu'il y a des moments clés. On va pas se mentir. Il y a des moments clés. Mais j'en avais l'impression, justement, ça m'intéresse. Mais je pense que quoi qu'il arrive, la meilleure partie de ces réalisations, c'est quelque chose qui se travaille au jour le jour et au travers d'une sobriété. Par exemple, moi, ces moments clés m'ont poussé par la suite à vraiment arrêter toute forme Enfin, je bois plus d'alcool, je fume plus de clopes, je fume plus rien de tout court. Et en fait, des champignons m'ont rendu compte en fait de la puissance de mon corps. J'avais plus l'impression de manquer de quoi que ce soit pour faire les connexions nécessaires. J'ai retrouvé ce dont on m'avait déconnecté. Donc comprendre qu'on a déjà accès à une immensité d'amour, d'informations, mais aussi d'amour et d'informations, ça suffit. Pourquoi ? Parce que je pense que n'importe quelle forme de substance, au final, tend à remplir un manque d'amour, au fond. C'est pas plus compliqué que ça. Et les liens que tu peux faire quand tu prends quelque chose et tout, t'as l'impression d'être génial et tout. En fait, je pense sincèrement que tout est déjà en toi. C'est juste des choses qui vont te permettre de faire les connexions peut-être plus rapidement. Mais au fond, ce qui est le plus intéressant, c'est de tailler un peu nos armes biologiques à la source. Tu as évoqué plusieurs fois l'espace-temps et dans tes écrits, dans tes clips, enfin en tout cas dans ce que je connais de ton œuvre, qui est déjà assez prolifique, on va dire. Il y a le temps qui revient souvent et ce rapport au temps et que là tu as un petit peu évoqué. Ouais, c'est quelque chose qui t'habite, quoi, ce questionnement. Carrément. Pour être honnête, à un moment, il y avait un espace dans lequel il y avait vraiment pas mal de poètes qui partageaient énormément de textes et je me suis sentie très inspirée. Et du coup, je suis partie écrire dans un café, j'ai commencé à écrire et le premier sujet qui m'est venu et il s'est emparé de moi un peu, c'était le temps. En fait, il m'a permis de parler de tout le reste. Étrangement, en parlant du temps, j'ai réalisé que je pouvais utiliser cette image-là pour parler de tout le reste. Pour le coup, je vais donner un peu plus de détails pour être plus clair, mais la manière dont on va comptabiliser ce temps, le séparer pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le structurer et ensuite l'utiliser du coup et l'organiser en société. C'est ce premier instinct-là, cette première pensée qui m'a aidée à creuser en fait mes pensées par rapport au genre. C'était comme en fait, est-ce qu'on va sincèrement réduire l'espace-temps tout entier à la manière dont on va pouvoir le comptabiliser ? Moi, je préfère parler de moi comme étant un être, une conscience. Enfin, ça peut en faire rire certains, mais en réalité, c'est ce qu'on partage absolument tous. Ce sur quoi on devrait se baser pour parler de nous. Tu sais, en tant qu'humanité, si à un moment on devait rencontrer une intelligence autre et lui dire ce qu'on est, on va pas se réduire à bon, nous on est ça, puis il y a des mecs, il y a des meufs, il y a des arabes, il y a des... Non, je sais pas, c'est tellement plus beau, c'est tellement plus complexe, et puis chaque être est un point sur un degré sur un spectre de possibilités immenses. Et je pense que du coup, le temps m'a permis en fait de réaliser qu'une simple seconde, le mot seconde, n'allait jamais renfermer l'entière complexité de l'instant qui se déroule à l'instant que je te dis ça. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a tout ce qui s'est passé dans l'histoire pour que cet espace et ce moment existent, toutes les probabilités. Tu vois, il y a un monde de magique derrière chaque instant. Et te dire qu'il est 12h, bah, c'est peut-être réduire un peu le truc. C'est pratique, mais c'est le réduire. Et du coup, d'une manière, c'est l'oublier. Tout ton travail, je sens, vise à justement s'extraire des définitions et de ce dans quoi on nous enferme. Tu dis on peut agrandir les limites du monde qu'on perçoit. Même, enfin, voilà, c'est tout cette espèce d'agrandissement permanent. Et même à un moment, tu dis dans ton recueil de poèmes, coûte que coûte, pense, P-A-N-S-E, coûte que coûte, pense, rentre dans les anciens mots avec ton nouveau corps, pense, la mort de ce corps a pour première étape le mot.
Donc est-ce que ça va jusqu'à la mort du corps? Enfin voilà, est-ce que la transformation du corps, ou justement ne plus être défini avec ce corps, même si, comme on en parlait tout à l'heure, le corps c'est aussi tout. Justement, c'est exactement ça. Pour moi, au final, se réduit à quelques phrases. Mon but, je dois dire que ce serait pas forcément que ça, mais ça serait au-delà de ça, de protéger certaines personnes, peut-être plus jeunes que moi, leur permettre de ne pas perdre ce temps dans la souffrance. Parce qu'au final, moi, maintenant, toutes ces questions, je les vis super bien. Tu peux m'appeler comme tu veux. Je sais pertinemment que tous les mots qu'on pourrait utiliser ne sont que le miroir de ce qu'on perçoit de nous-mêmes en l'autre, et du coup de ce qu'on tente de créer comme dynamique. Donc j'ai vraiment fait la paix par rapport à tous ces concepts-là, mais mon but en réalité c'est de permettre à certaines personnes plus jeunes de ne pas souffrir comme j'ai pu souffrir à propos de tout ça. Parce que je pense que c'est au final, comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas du temps perdu, c'est du temps qui m'a offert des réalisations, etc. Mais c'est quelques années que j'aurais aimé vivre différemment. Moins de souffrance ne m'aurait pas troublée. Donc je pense vraiment sincèrement, rien qu'en te disant ça, j'ai les visages de mon cousin, de ma petite cousine. En fait, quand je leur partage ces pensées, il y a une forme de... Je vois dans leurs yeux qu'elles se rappellent de quelque chose. J'ai pas l'impression de leur apprendre quoi que ce soit. C'est ça que j'adore. C'est que j'ai pas l'impression Moi, je suis loin d'avoir créé quoi que ce soit. Je suis juste là en mode... Est-ce que je peux faire en sorte d'être tellement passionnée, de vibrer tellement intensément, que ça soit sur scène ou autrement, que je vais faire en sorte que l'esprit en face de moi va se rappeler de quelque chose qu'il sait déjà. C'est tout ce que je souhaite. C'est comme, tu vois, une caisse de résonance, c'est une question de vibration, de fréquence. Si je vibre à un certain moment, il y aura peut-être 80% des personnes qui vont rien comprendre, mais s'il y a genre 2 personnes qui réalisent un truc qu'elles avaient oublié, ou bien qu'elles ont enfoui en elles, et qu'elles ont décidé de pas porter en elles tous les jours, alors que ça pourrait leur faire du bien, moi je suis comblée en fait. Je suis sincèrement comblée. Et puis il y a certaines personnes qui vont me dire qu'elles se pensaient un peu bizarres ou folles à penser à certaines choses, et que du coup ça les allège d'un truc. Comme quoi par exemple? Moi j'ai une pote que j'avais rencontrée en cercle de poésie et tout, qui me disait qu'elle se sentait pas forcément à l'aise d'aborder tous ces sujets-là, et que c'était pas forcément juste cool en fait. En réalité, tu vois, c'est pas forcément juste commun ou... Mais quel sujet par exemple? Concrètement, le fait que les mots, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi encore, que les mots en réalité pour moi c'est un peu l'idée de Platon avec ses ombres. Les mots ne sont que l'ombre du corps qu'on tente de percevoir, mais qui au final est imperceptible si c'était les mots qui pouvaient voir. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont aveugles, les mots, par définition. Ils ne sont là que pour être le récipient de quelque chose d'autre. Donc si on passe notre vie à les voir comme étant le réel, on perd énormément de temps. Mais c'est vrai que moi, j'ai même des potes qui se foutent un peu de ma gueule parce que je suis obsédée par ces questions et qui sont là en mode, alors on arrête de parler, alors on se dit plus rien. Je suis en mode non, mais c'est juste super intéressant. Moi, du coup, j'adore passer des moments aussi dans le silence, dans l'observation, et ça a fait de moi aussi un être qui apprécie beaucoup plus l'ennui, qui apprécie beaucoup plus le silence et rester dans le temps sans forcément le structurer. Mais du coup, ouais, ces questions à propos du langage, moi, je les trouve incroyablement intéressantes, et c'est vrai qu'elles ont mis du temps à apparaître dans ma vie. Moi, quand je t'ai vu incarner les mots dans ton corps, avec ce rythme, ta diction qui est, voilà, cette énergie, ouais, je me suis dit, ouais, il y a ça aussi. Tu vois, les mots, c'est ça aussi. C'est le corps, ça passe à travers ça. Pour toi, ça a toujours été naturel? Est-ce qu'il y a eu ce désir de scène? Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles? Voilà, comment ça se construit, ce rapport à la scène, ou peut-être qu'il est juste totalement naturel et évident? Du coup, c'est marrant, on revient un peu au premier échange qu'on a eu, mais c'est vrai que cette manière, en fait, de parler, d'être passionné à propos des histoires que j'ai à raconter, elle me vient vraiment de mon papa. Il avait toujours ça quand j'étais plus jeune, et au point que ça me fascinait aussi, tu vois. Comment est-ce qu'on peut autant croire en ce en quoi on croit? Et c'est magnifique, en fait. C'est magnifique d'avoir une relation comme ça aux mots, à la poésie, au point qu'elle structure notre existence.
Du coup, moi, ça a commencé, comme je t'ai dit tout à l'heure, un peu dans un flux d'énergie que j'ai pas forcément su contrôler. Mais c'est après, avec le travail, la discipline aussi, le fait d'en faire un vrai travail et pas simplement quelque chose que j'ai envie de faire. Quand c'est devenu un domaine dans lequel je devais absolument perfectionner chaque détail, c'est là que je pense qu'il y a eu une vraie relation de l'ordre du sacré pour moi. Parce que c'est plus du tout juste inspirant ou un plaisir. Je le fais pour être sûr. C'est comme un instrument. S'il est taillé à la perfection, peut-être qu'il va vraiment sonner comme la personne qui a voulu composer la partition. Dans mon cas, je suis persuadée que si ça sonne juste, si ça vibre comme il le faut, l'idée va passer. Et je veux que l'idée passe, parce que l'idée permettrait de gagner du temps sur énormément de choses. Il y a une phrase que tu dis à un moment dans un de tes posts Instagram. Mais j'adore, tu dis « Je m'identifie à mes miracles avant tout ». Tu dis « Je ne m'identifie pas à mes épreuves, à mes combats, je m'identifie à mes miracles avant tout ». Mais tu parles aussi de ces épreuves et tout. C'est beau cette phrase, tes miracles. Carrément. C'est important, je pense. C'est parce que je me sens toujours un peu mal quand je vais prendre le temps de parler de quelque chose qui me fait du mal. Là, dans le cas précis, c'est une situation administrative insupportable que je vis là en France en tant que personne qui n'a pas la nationalité. Mais voilà, c'était important pour moi d'en parler parce que si on n'en parle pas, bah, personne ne le fait et que ça continue de passer en soum-soum comme si de rien n'était, alors que je pense que la structure entière de ce qui fait de ça une possibilité dans ma vie est tellement bizarre, quoi. C'est très étrange, tu vois. Je passe mon temps des fois avec des gens qui me disent qu'il y a 2 semaines, ils étaient à Marrakech. Moi, ça fait 1 an que j'ai pas été chez moi. Je comprends pas, en fait, comment c'est possible, tu vois. Comment est-ce que c'est possible, tu vois. Je trouve ça extraordinaire que certains êtres ont juste la liberté, en fait, Pardon. Juste la liberté, quoi. D'être là où ils l'entendent. Et moi, je dois justifier, en fait, l'intégralité de tout ce que je fais en France et je dois avoir le droit d'aller chez moi. Je trouve ça très étrange en réalité. Du coup, je disais juste que, je parlais de ça et après... D'ailleurs, ça a eu beaucoup d'écho, j'ai l'impression. Carrément, il y a pas mal de personnes qui sont venues me parler ensuite personnellement et me dire que ça faisait du bien d'entendre en fait tes récits à propos de ça parce que souvent en fait on met ces histoires un peu, on les jette à la soute parce que voilà, c'est comme ça et puis voilà. J'ai déjà eu un débat un jour avec ma mère qui me disait c'est comme ça. Je lui disais non, pourquoi en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que moi, pour réaliser mes rêves, je dois me justifier alors que quelqu'un qui veut aller bronzer au soleil, bah allez, il prend son billet d'avion en l'espace de 20 minutes. En fait, c'est juste un réel qui a été construit et une expérience du réel qui a été construite. Donc moi, je m'intéresse à pourquoi, comment, par qui. Mais par rapport à ce que tu disais, voilà, c'était important pour moi de, quoi qu'il arrive, de dénoncer ma vérité qui est celle que, malgré toutes les épreuves que je vais pouvoir traverser, je m'identifie à mes miracles. Parce que mes miracles dépassent mon expérience. Oui, tu disais, oui, parce que tu viens de le dire, mais c'est vrai que tu dis, il faut que je justifie de la grandeur de mes rêves. Et c'est vrai que c'est fou, tu dis même, je suis devenue arabe le jour où je suis arrivée en France. Je ne suis que le fantôme d'une arabe. Carrément. Qu'est-ce que ça veut dire, être arabe au juste? Je continue le bout de pensée. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Je pense que le monde est en mutation constante depuis des millénaires et que la mutation et le mélange des sociétés est totalement naturel. C'est tellement normal, en fait. C'est l'essence même de ce qu'on est censé vivre. Donc, que des personnes veuillent contrôler ce réel, je comprends, je sais d'où ça vient. C'est les forces auxquelles il faut faire face pour pouvoir s'élever. Donc, je comprends pourquoi elles existent aussi. Fais un vœu, t'as un cil. Ah, yes. Ça y est. Est-ce que tu pourrais partager, même si ici, soit des pratiques, soit des œuvres, soit des choses qui te permettent de te connecter à toutes ces dimensions, à la complexité de notre être et à ces invisibles et à tout ce dont on a pu parler et qui t'accompagnent et peut-être que tu as accumulé au fil du temps ou qui évolue, que tu découvres? Le morceau de Rosset qui s'appelle Seul, je dirais ça c'est pour moi une dose de bonheur mais absolue, donc je le conseille à tout le monde. Je suis
Je suis le monstre qui vous parle de Preciado. Je sais pas si c'est Je suis un monstre. Non, je pense que Je suis le monstre qui vous parle. J'ai plus le mot exact qui réunit les termes. Mais ce livre, grosse claque, comme j'ai dit au début. Et je pense que c'est déjà et l'album entier de Rosé d'ailleurs est incroyable. Donc, faut pas hésiter à regarder la discographie entière. Est-ce qu'il y a des pratiques aussi, ou est-ce que c'est vraiment ta pratique artistique qui, en fait, est ce véhicule et de connexion? Pour le coup, c'est vrai qu'avec le temps, t'as carrément mis les mots dessus. Avec le temps, ma pratique artistique est devenue, au final, ma pratique méditative. Mais ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir faire en sorte de distiller tout ce qu'il y avait et de faire en sorte de le faire pour les bonnes raisons et du coup de manière très alignée. Ça prend du temps pour que ça devienne un acte méditatif. Je méditais beaucoup plus avant et j'ai le désir sincère de m'y remettre. Mais c'est vrai que pendant un moment, j'ai davantage été intéressée par l'observation. Juste passer mon temps à observer, être dans une forme de méditation un peu constante en réalité. C'est juste une approche du réel à tout temps, plutôt que 20 minutes concrètement, tu vois. J'essaie d'en faire une activité un peu sous-jacente dans mes journées. Une forme juste d'appréciation de relations réelles. Est-ce que tu seras sur scène bientôt? Quels sont les projets en cours? Dans quelle période tu es? Et voilà, comment on peut venir te découvrir dans les prochains mois? Du coup, là, on parle au futur, et dans le futur espace-temps, les amis, normalement, il y a quelque chose qui est sorti dernièrement, un morceau qui s'appelle Traîner dans ces ténèbres, et qui parle de notre capacité à, des fois, trouver un confort là-dedans. Et c'est tout un film que j'ai fait avec des amis, que j'aime énormément, et qui a été tourné au cimetière du Père-Lachaise. Ça va être du lourd, j'espère que ça te plaira. Et du coup, par la suite, énormément de surprises niveau musique. Beaucoup de choses qui vont arriver, ça va être cool. Trop bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, l'espace-temps d'être ici et d'échanger, de partager tes mots et ta pensée. Ça m'a fait trop plaisir, c'est la première fois, du coup je pense qu'il y aura beaucoup de montage à faire. Je sais pas encore jauger ma parole, mais c'était un grand plaisir de partager tout ça avec toi et ce moment pareillement. Merci, je suis sûre qu'il y en aura plein d'autres. Merci. Vous trouverez tous les liens et les contacts dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, sur le compte invisibily_podcast ou par mail à l'adresse invisibilypodcast@gmail.com. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, commenter sur les plateformes, mettre 5 étoiles, partager. C'est comme ça que ce podcast qui est entièrement autoproduit pourra se développer et grandir. Merci de m'accompagner dans ce voyage.